Bonjour à tous et merci de rester sur Vox pour suivre le talk, votre matin d'information. Plusieurs magistrats ont été sanctionnés, dont 9 révoqués, 3 rétrogradés à l'issue de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature tenue le 27 mars dernier au Palais du Peuple sous la direction du président de la République. Et nous en parlons ce matin justement de cette actualité avec 3 invités sur ce plateau. Albert Miandjoukouta, directeur de publication de la Semaine africaine. Bonjour Albert et bienvenue. Bonjour Sarah, merci. Face à vous, Ernest Dimi, journaliste politique au Patriote. Bonjour Ernest Dimi et bienvenue. Merci Sarah, bonjour. Voilà. Juste à côté de vous, Constant Ibara-Peya, que nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau du talk, politologue. Bonjour Constant Ibara-Peya, bienvenue. Merci, bonjour à mes co-panélistes. Oui. Un bonjour patriotique à tous les compatriotes et à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Avant de parler de cette actualité, qui en tout cas alimente les débats dans les rues de Brazzaville, en RDC, le président Tshisekedi a procédé au remaniement du gouvernement 9 mois avant la présidentielle. La surprise de ce remaniement, l'entrée de Jean-Pierre Mbemba et de Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet condamné à 20 ans d'emprisonnement dans le procès dit des 100 jours qui a été acquitté en 2022. Suivez ce reportage d'Africa News. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, nommé ministre de l'économie et vice-premier ministre de la République démocratique du Congo. Un remaniement du gouvernement a été annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde reste en poste, mais l'équipe ministérielle est ainsi remaniée à 9 mois de la prochaine présidentielle. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure également l'ancien vice-président et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba. Il est lui aussi nommé vice-premier ministre et prend les rênes du ministère de la Défense alors que la RDC connaît un pic de tension avec son voisin le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 dans le Nord Kivu. Ce remaniement n'est pas une surprise, il était présenté comme imminent depuis 3 mois en RDC, après la démission fin décembre de 3 ministres membres du parti de l'homme d'affaires Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle. Elle est prévue le 20 décembre prochain. Voilà. Alors, Albert Miandjoukouta, nous avons suivi ce reportage. Jean-Pierre Mbemba qui rentre au gouvernement en qualité de vice-premier ministre, ministre de la Défense. L'entrée surprise en tout cas de ces 2 poids lourds de la scène politique de la RDC. Il y a aussi l'entrée de Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet qui occupe le ministère de l'économie avec titre de vice-premier ministre. Lui aussi, il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement et puis libéré en 2022, le même cas que Mbemba, condamné à 18 ans d'emprisonnement et puis libéré en 2018. Alors, la question que je vais vous poser, Albert Miandjoukouta, que signifie politiquement cette entrée de Vital Kamerhe et de Jean-Pierre Mbemba dans ce gouvernement? À 9 mois, il faut le signifier. De la présidentielle, c'est ça. Si elle se tient, parce que jusque-là, on n'est pas encore dans les certitudes absolues. Mais il y a à lire cela, je crois, à la lumière des événements qui se déroulent à l'est de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a ses origines qui peuvent et doivent peser d'un certain poids dans la balance de l'équipe que conduit le président Tshisekedi vers la présidentielle. D'ailleurs, c'est très curieux de voir que les Africains sont très, habiles dans ce genre de choses. Je vais dire de mener la politique un peu à la Poutine-Medvedev, c'est-à-dire un coup c'est vous, un coup c'est moi, etc. Donc Vital Kamerhe qui sort de prison est repêché, rattaché au wagon présidentiel. Mbemba qui lui aussi est relaxé par le tribunal pénal international et rejoint cette équipe sans que le poids de ce qui leur est reproché rejaillisse négativement sur la marche que conduit le président Tshisekedi. Bon, c'est à voir. Mais le grand événement, je crois, le grand enjeu ici, c'est de
tout mettre en œuvre pour éteindre la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que M. Kamere jouera de ses racines pour amener le Rwanda à beaucoup plus d'aménité, beaucoup plus de compréhension et de sens de la retenue? On ne le voit pas encore, mais c'est ce qui devrait être vérifié vers décembre de cette année, à la veille de la présidentielle. Voilà. Depuis ce remaniement, en tout cas, Ernest Dimi, le 24 mars, vendredi 24 mars dernier, les analystes politiques, en tout cas, qualifient ce remaniement gouvernemental d'électoraliste, parce que le président, évidemment, veut gagner dans ces territoires dont Jean-Pierre Mbemba et Kamere sont leaders. Si les élections pouvaient avoir lieu, ça peut être l'une des hypothèses, mais... Vous êtes dans le conditionnel. Si elles aient lieu, effectivement, parce que rien ne dit qu'elles ne seront pas reportées. Rien ne dit aussi qu'elles seront reportées. Mais cette hypothèse peut être vraie pour ceux qui la défendent, mais pour moi, je sais que ce remaniement arrive comme un aveu d'échec de Tshisekedi par rapport à ses promesses, par rapport aux attentes de ses populations, et ensuite, il est aussi animé par la peur de ne pas gagner l'élection et peut-être de se retrouver en prison. Et ça remet en cause la crédibilité du président de la République lui-même, parce que Vital Kamerhe, emprisonné à la suite de son jugement par rapport aux missions que lui avait confiées Tshisekedi pour bâtir, c'était le 100 jours détournement des fonds. Alors, pendant que sa peine n'est pas finie, il s'avère qu'il serait malade, on l'a mis dans un avion, mais les Kinois, nous avons suivi les médias, on dit que l'homme ne serait pas malade. Il est parti et à son retour, le bonus c'est que il est au gouvernement, mais pas n'importe quel gouvernement, il est ministre de l'économie et il est vice-premier ministre. Ça veut dire quoi? Pour un homme qui analyse de manière terre à terre les affaires. Soit Tshisekedi est convaincu que Kamere n'avait pas volé et que la justice qu'on a rendu la décision était politisée. Soit Tshisekedi sait que Kamere avait volé, mais ils avaient détourné ensemble. Soit Tshisekedi sait que Kamere avait volé, mais comme je suis en difficulté, je suis obligé de l'avoir avec moi. Est-ce que cela pourra avoir réellement un impact sur le terrain? Mais est-ce que Kamere a encore la popularité qu'il jouissait à l'époque? Parce que la facilité aussi avec laquelle il vient au gouvernement de ce même monsieur pour qui il a tout donné, à qui il a tout donné aussi, mais qui n'a quand même pas, au nom, disait-il, de l'impartialité de la justice en RDC, il n'a pas pu empêcher son arrestation, mais qui le reprenne, qui est finalement le vrai criminel. Mais rappelons dans ces dossiers. Rappelons quand même enfin, Ernest Dimi, après les accords qui a conduit le président Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir, oui. Il était prévu que Vital Kamerhe soit le Premier ministre. Malheureusement, le président Tshisekedi n'avait pas la majorité. Voilà pourquoi Kamerhe était finalement son directeur de cabinet. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces petits détails. Qui peuvent ne pas avoir d'impact réel sur le terrain. Je vais plutôt passer sur le côté Jean-Pierre Bemba. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, j'ai suivi les reporters d'Africa News, on l'a présenté comme l'ancien chef de guerre. Oui, c'en a un. Mais le chef de guerre qui était Jean-Pierre Bemba, c'était le chef de guerre à l'époque où il était encore fort, où il avait encore des troupes, où il avait encore une certaine crédibilité dans l'opinion en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, n'oublions pas que de 2008 à 2018, il est resté emprisonné à la maison
à la CPI. Et il est arrivé, oui, on a su que Bemba était juste son entrée. Par la suite, plus rien. Il a tiré les leçons de son expérience et à la CPI et de son expérience de chef de guerre jusqu'à où ça pouvait emmener quelqu'un. Donc, si on lui a donné le ministère de la Défense et la vice-primature pour arrêter ou faire arrêter la guerre avec son expérience de chef de guerre, je crois que là aussi, il faut laisser le temps au temps. Mais d'emblée, on peut quand même s'interroger si ça sera facile parce que, on dira que le Rwanda, qui est en guerre, il faut le dire, il faut pas avoir froid aux yeux, il faut le dire, avec la RDC pour les territoires de la RDC, c'est pas la Centrafrique, et les enjeux ne sont pas les mêmes, les acteurs sur le terrain ne sont pas les mêmes. Bon, Tshisekedi se retrouve comme un enfant égaré au milieu d'une rivière, donc il s'accroche à tout pirogue ou à tout, même sur les dents d'un caïman, il va s'accrocher tout en sachant qu'il ne va pas atteindre l'autre rive. Donc c'est un peu dans ce contexte qu'il faut lire la situation dans laquelle se trouve Tshisekedi. Il ne sait plus pour moi, il ne sait plus que faire, pour convaincre les Congolais de la RDC, 2, pour faire finir la guerre. Il est obligé de s'accrocher à n'importe qui. Mais il faut dire que le mandat du président Tshisekedi a aussi été entaché par plusieurs affaires de détournement de fonds et tout ça là. Du coup, ça crée aussi la crise de confiance. Mais c'est tout ça qui fait que perdu dans un océan de problèmes, il est obligé de rafistoler les petits morceaux qu'il espère vont pouvoir peut-être sortir de cet océan. Merci Ernest Dimi. Alors, un gouvernement de 55 ministres, dont 4 vice-premiers ministres, 6 ministres d'État, 30 ministres, un ministre délégué et 11 vice-ministres, Constant et Barapeya. Qu'est-ce que cette entrée au gouvernement Sama Lukonde 2 de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe vont changer sur le rapport de force sur le terrain? Bon, d'abord, merci de m'avoir associé à ce débat. Il faut dire d'abord que le nombre de ministres, 55 ministres, vous avez dit, vu la taille de la RDC, on ne peut pas quand même reprocher le fait que l'effectif est plus tard. Comparé à nous qui avons 5 millions d'habitants, nous avons pratiquement 40 ministres. 37 ministres. Bon, donc, vous voyez que c'est pas grand-chose. Mais on pourrait quand même présenter le moment du fait que ils ont des gouvernements au niveau des provinces, des gouvernements provinciaux. Et si on peut-être tient compte de cela, on peut peut-être quand même relativiser. Mais si nous revenons, l'entrée au gouvernement de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe, il y a 2 cas de figure. Ancien vice-président, ancien Bemba. Et justement, ancien vice-président, ancien chef de guerre. Il y a 2 cas qui se présentent. Et j'épouse entièrement la posture du grand frère qui a évoqué la guerre de l'Est. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, l'autre posture aussi évoquée par Demi, qui a trait aux élections qui arrivent. Là aussi, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Mais pour moi, il n'y a pas eu de surprise. Parce que quand les gens pensent que l'entrée de Bemba au gouvernement, c'est une surprise, non, Bemba fait partie de l'Union sacrée et Madame F. Bazaïba Massoudi, qui était son secrétaire général, était bel et bien vice-premier ministre. Oui. Avant l'entrée en fonction de Bemba. Donc ça veut dire que Bemba est dans le gouvernement, dans le pouvoir, depuis le début. Donc, en réalité, l'entrée en fonction de Mbemba ne serait être une surprise. Deuxièmement, on évoque le fait que Mbemba était à la haine, mais il faut reconnaître une chose. Mbemba était à la haine, il était acquitté. Il était acquitté par la Cour pénale internationale. À partir de ce moment, on ne peut plus revenir sur les charges qui auraient pesé sur lui et tout. Puisque pour les mêmes faits, il était jugé, condamné, acquitté, le problème ne se posera pas. Si nous prenons le problème de Kamerhe, qui lui aussi était en prison, il faut aussi reconnaître que Kamerhe était acquitté. Il était acquitté par la même justice. Sauf que, jusqu'ici, on ne nous a pas dit qui était le vrai voleur de ces fonds-là. Sinon, lui, il était acquitté. Mais moi, je parle souvent de la démocratie passive. La démocratie passive, je le parle à la suite d'un certain nombre de professeurs comme Luc Sinjoun, pour montrer que ce type de démocratie qui fonctionne sur la base des transactions. Sur la base, c'est-à-dire les transactions de la distribution du pouvoir.
Entre individus, quoi. Entre individus, entre les acteurs. D'ailleurs, la politique se résume en transactions. Prenons le volet politique d'abord. Même si on n'est pas certain que les élections auront lieu, si on se réfère au discours du président Tshisekedi lors de la conférence de presse avec le président Macron, il a mis des sérieux doutes que nous voulons mettre fin à la guerre de l'Est. On vous demande de mettre fin à la guerre de l'Est. Bon, vous ne voulez pas nous aider. Et puis, si on ne part pas aux élections, vous allez dire que bon, c'est le compromis à l'africaine. Ça montre une volonté claire. Une certitude quand même dans l'organisation de ces élections. Justement, même s'ils ont commencé l'enrôlement. Alors, aujourd'hui, je suivais les débats, surtout sur la politique de votre confrère, qu'on appelle le Sango. Bon. Israël Mutombo, qui a lancé un peu ballon d'essai pour mesurer l'attitude des Kinois. Est-ce qu'il faut avoir les élections au lieu de faire la guerre de l'Est? Mais la tendance penche vers le fait qu'il faut aller aux élections. Mais là, il faut comprendre aussi l'opinion est manipulée, hein, on ne sait pas vraiment ce que les gens pensent. Mais si nous venons sur le plan politique, je pense que Tshisekedi a joué le coup des élections qui arrivent, dans le cas où ça va tenir lieu. Il sait que il n'a pas d'assises populaires. Tenant compte de ces conditions d'accession au pouvoir, il y a eu le poids déterminant de Kamel. De Vital Kamel. Ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, au sein de son l'UDPS, il a perdu un partenaire de poids, bon, pas un partenaire, en tout cas un déteneur de poids, l'ancien vice-président Kaboun Wakaboun, oui, qui aujourd'hui se trouve en prison et qui a créé aussi son propre parti. Donc, à l'intérieur, il y a eu une fissure. Sans compter d'autres aigris qui étaient dans le parti, qui n'ont rien bénéficié qu'en de nouveau poids et qui sont dispersés. Or, qui est devenu d'ailleurs un opposant très farouche au régime. Or, du point de vue de la sociologie politique, nous savons que Mbemba, même si aujourd'hui c'est difficile à mesurer, Mbemba contrôle la aire de Kinshasa, la ville de Kinshasa, jusqu'à l'équateur. Puisque jusqu'ici, il n'y a pas un leader qui a émergé, qui a remis en cause sa popularité. Deuxièmement, ça veut dire qu'avec Mbemba peut avoir avec lui l'électorat de cette partie. Tshisekedi peut avoir l'électorat. Tshisekedi, non, je parle Mbemba peut apporter l'électorat à Tshisekedi de cette partie-là. Deuxièmement, Kamere, qui a aussi son parti politique et qui a sa base. On a vu comment après son arrestation, comment les gens de ses compatriotes issus d'une aire géographique que lui ont commencé à manifester et tout. Donc, certainement, ils ont fait des enquêtes de terrain, ils ont compris que le gars est encore populaire, il faut le faire revenir. Maintenant, des décisions de justice dans des États comme le nôtre, des États poreux comme ça, on ne peut pas savoir si la décision de justice est motivée vraiment par le juge ou bien des implications politiques. Mais toujours est-il qu'il a été acquitté. Maintenant, revenons sur des questions sécuritaires. Parce que c'est ça le nœud. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis toujours, les gens ont réclamé Mbemba. Les gens disaient que si Mbemba arrive au pouvoir, il faut mettre fin à la guerre de l'Est. Tenant compte de son expérience, c'est un chef de guerre. Et lorsque il avait envoyé ses miliciens, enfin, ses combattants dans l'armée, on a vu que certains ont montré la bravoure. Vous vous en souvenez du colonel Mamadou Ndala, c'était un élément de Mbemba et qui a été assassiné dans des conditions plus ou moins troubles. Donc, on se sert de cette expérience. On dira que bon, si on nous donnons, par exemple, la défense à Mbemba qui a encore ses entrées dans l'armée, puisqu'il a encore ses hommes, puisqu'ils ont été insérés dans l'armée, peut-être avec son expérience de chef de guerre, on a vu comment ces troupes ont quand même maîtrisé le pouvoir à Bangui. Bon, avec cette expérience, il amène le pays, ça pourra marcher. Et deuxièmement, Kamel aussi qui peut jouer vis-à-vis de ses origines, dont le grand frère a parlé tout à l'heure, Kamel aussi pourra jouer, mais même si je suis pas trop convaincu de cet aspect-là, Kamel pourra jouer par sa fibre ethnique pour permettre des transactions entre le Rwanda. Mais la dernière question, dernier tour de table, est-ce que c'était opportun justement d'attendre pratiquement la veille de l'élection présidentielle, de procéder ou encore attendre après l'élection présidentielle, procéder à un remaniement, les faire ramener dans le gouvernement?
Et dès l'instant où c'est politique, c'est que le maître de l'horloge est celui qui prend la décision. Je veux dire, ça aurait pu être fait 6 mois plus tôt, ça aurait pu être fait 6 mois plus tard, mais dès l'instant où c'est décidé, ben voilà, donc lui, il jauge aussi à la lumière de ce qu'il a comme gain probable ou éventuel, gain politique éventuel. Donc, Tshisekedi est mal élu. Il faut le dire, il est arrivé à la présidence dans un chahut terrible. Donc, jusqu'à présent, je ne me souviens pas que Martin Fayulu ait fait une déclaration le reconnaissant comme président de la République légitime. Aujourd'hui, qui a regagné le camp, en tout cas la majorité présidentielle, mais était aussi dans la Mouka, dont faisait partie parmi les présidents de la Mouka d'ailleurs. C'est l'un des miracles des hommes et femmes politiques africains, donc de savoir user de la lessiveuse pour laver plus blanc que blanc. Et donc c'est ça. Alors donc on ne sait pas très bien qu'est-ce que lui en attend, mais très certainement un succès de pans entiers de la République. Donc de Kinshasa, Kisangani, nous l'avons dit, Jean-Pierre Bemba pourrait amener des voix à Tshisekedi, et puis là-bas à Goma, dans le nord, le sud Kivu, Kamere pourrait aussi jouer de son influence et de ses assises. Merci beaucoup Albert, merci à vous trois d'ailleurs pour vos analyses, et ce qui nous conduit à parler de cette sanction dont plusieurs magistrats ont été sanctionnés, 9 révoqués et 3 rétrogradés du Conseil supérieur de la magistrature lors de la session ordinaire de ce conseil qui a eu lieu le 27 mars dernier au Palais du Peuple sous la direction du président de la République. Alors suivez ce reportage et on se retrouve juste après. La session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue le 27 mars à Brazzaville sous la houlette du chef de l'État Denis Sassou Nguesso a résolu de sanctionner plusieurs professionnels du perchoir pour les faits constitutifs de manquements graves à leurs devoirs et en particulier à la dignité et à la délicatesse attendue du magistrat. Le Conseil a prononcé contre les magistrats concernés diverses sanctions allant de la réprimande avec inscription au dossier à la révocation avec droit à pension. Ainsi, ont été sanctionnés de la révocation avec droit à pension Monsieur Onyangue Michel, procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville. Monsieur Basenga Fielotov Fresney, président de chambre au tribunal de grande instance de Brazzaville au moment des faits. Madame Koubaka Lucette Berthe, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Dolisie. Monsieur Zekakani Thomas Chrysostome, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Mwanda Masende Joseph Bosco, substitut du procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville. Monsieur Ebilika Gervais, doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Monsieur Boliban Serge Audrey, conseiller à la Cour d'appel de Pointe-Noire. Monsieur Nzengele Ngumba Mayol, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinkala. Monsieur Nzoussi Ferdinand, conseiller à la Cour d'appel de Pointe-Noire, président de chambre à la dite cour au moment des faits. Dans le lot de correction infligé aux magistrats, il y a ceux qui ont été rétrogradés, écartés et réprimandés. De la rétrogradation. Monsieur Ekunzola Christian Régis, vice-président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Monsieur Iwanda Didier Narcisse, président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Monsieur Viboudoulou Simon William, avocat général près la Cour suprême. Du retrait de certaines fonctions. Monsieur Ibarra Ibombo Dan, président de la 3e chambre conventionnelle au tribunal de grande instance de Brazzaville. Monsieur Mabunda Kikwama Firma, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville. De la réprimande avec inscription au dossier. Monsieur Masungila Anissé, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Dolisie. Monsieur Ebanza Francis, président par intérim de la 4e chambre correctionnelle
au tribunal de grande instance de Brazzaville. Monsieur Mampa Michel, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sibiti. Monsieur Koulangou Ferdinand, avocat général près la cour d'appel de Brazzaville. Madame Ngolo Ngambou Sarah, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Madame Lembe Musonsa David Arlette, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Monsieur Oboyo Ikafilo Fula Sir, substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Monsieur Massamba Alain, conseiller à la cour d'appel de Wando. Monsieur Tondele Massamba Nikez, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Kinkala. Cette rencontre a également tablé sur les nominations des magistrats à la Cour suprême et d'autres instances de la justice. Voilà, Ernest Dimi, pour ce sujet, on commence avec vous. Les magistrats sanctionnés, certains révoqués, rétrogradés pour manque grave au devoir de magistrat, notamment la dignité à la délicatesse attendue du magistrat. C'est un dossier que vous avez suivi de près. D'ailleurs, j'ai lu votre article. Hein. Oui, on a suivi le dossier, mais pas plus que tous les autres Congolais. Vous savez que les récriminations contre notre système, d'abord le système comme tel, judiciaire, ne manquent pas. Même les Congolais d'en bas, en regardant, même celui qui n'a jamais été dans un tribunal, est convaincu, parfois par la posture prise par nos magistrats, qu'il y a quand même on a dit quoi? Un verre? Un verre dans le fruit. Voilà. Mais il y a plusieurs verres. Il y a plusieurs verres dans le fruit. Alors, vous avez suivi la dernière sortie. C'est quand le Premier ministre, chef du gouvernement, a offert un petit déjeuner d'affaires aux opérateurs économiques congolais. Nous avons mis à l'index les tribunaux qui rendent des décisions injustifiées, notamment dans les affaires impliquant des opérateurs économiques, parce qu'ils savent que c'est des gens qui manipulent de l'argent. Ils font les chantages. C'est connu de tous. Le Premier ministre avait promis la mise en place d'une commission de veille, tout ça. Mais là aussi, il faut retenir que le président avait fait la promesse depuis son discours de fin d'année. On attendait à ce que cette décision du Conseil supérieur de la magistrature soit prise un peu tôt. Parce qu'on savait qu'il y avait au moins une cinquantaine de gens, tout ça. Mais est-ce que le verre est réellement tiré du fruit? Moi, je crois que c'est une partie du verre qui est tirée de ce fruit qu'est la justice. Je ne rentre pas dans les autres administrations publiques qui sont aussi pourries. Mais dans la justice, vous savez, le meilleur enquêteur, le président le sait, le gouvernement le sait, les Congolais le savent, le meilleur enquêteur, c'est le peuple. Tout le peuple ne peut pas dire qu'un tel est mauvais parce qu'il est contre lui. Non. Mais nous avons des gens, des noms qui sortent dans la magistrature par les mêmes personnes qui vont leur proposer de l'argent pour délivrer son procès. Leurs parents emprisonnés. C'est les mêmes personnes qui vont raconter dans la cité qu'on est parti voir un tel, on a donné 150 000 pour sortir le petit qui avait violé son procès. Et on l'a fait fuir au village. Qu'on a vu tel magistrat, qu'on a vu tel procureur, c'est dit. Moi, je sollicite du président qu'il demande à sa vie d'approfondir encore les enquêtes. Il y a encore un verre, peut-être plusieurs, dans ce fruit qu'est la justice. Bon, comme on ne peut pas aussi chasser tout le monde au même moment, comme on ne peut pas aussi couper en deux, dire non, il y a son magistrat, on jette tous les 50 qui sont mauvais, non. Il y a des arbitrages, il y a des fautes pardonnables, il y a des fautes impardonnables. Mais c'est déjà un pas qui est fait, qui est accepté et apprécié par tous, mais mener les sondages, mes enquêtes de journalistes montrent que les Congolais ont apprécié, mais ils ne sont pas totalement satisfaits parce qu'ils savent encore qu'il y a des faits. Est-ce que le fait ces sanctions-là ne viennent-ils pas conforter aujourd'hui la position de la population dont Dimi parlait tout à l'heure, Albert, la méfiance aussi des Congolais envers notre justice?
Vous savez, il y a un baromètre très sûr. C'est le ressenti du Congolais par rapport à la justice. Lorsqu'il y a à faire avec la justice, tout est, les gens le disent, et il y a des preuves pour cela, tout est question de sous, d'argent. C'est-à-dire que rarement la justice est rendue avec droiture, avec objectivité, avec justesse et dans l'esprit de sauver et de protéger le citoyen, quel qu'il soit d'ailleurs, le justiciable, qu'il soit un gros bonnet ou un menu frétin, comme le disait le président il y a 2 ans. Donc voilà, il y a ça, c'est le ressenti du Congolais. Et tant que ce ressenti-là ne sera pas balayé par des contre-exemples indiquant qu'il y a un début de redressement là-dedans, tous les slogans vaudront ce qu'ils sont, c'est-à-dire des slogans. Voilà. Mais est-ce que ces sanctions ne sont-elles pas un pas vers, en tout cas, le nettoyage, hein, si on peut utiliser l'expression du président, tirer le verre du fruit? Est-ce que c'est pas un pas? Retenez dans les mots du président de la République une phrase, une séquence, en tout cas où il disait, il y a X temps, nous avons pris courageusement la décision de mettre du balai dans l'affaire, mais ceux qui sont venus se sont montrés égaux à ceux qui ont été chassés, sinon pire. Donc vous comprenez que nous sommes ici dans un jeu de paramétrie, c'est-à-dire que l'on coupe d'un côté et ça repousse de l'autre. Et donc voilà, c'est ça. Donc nous sommes ici quand même à dire et à voir et à faire des choses courageuses, pas seulement des mesures cosmétiques. Et d'ailleurs, je ne m'y connais pas trop bien en magistrature, mais j'ai eu l'impression, et 1 ou 2 voix me l'ont confirmé aussi, comme ça, j'ai eu l'impression que ceux qui ont été sanctionnés, ce sont les petits, c'est pas les poids lourds. C'est-à-dire que nous avons des noms qui circulent pour tel scandale, pour telle malversation qui a été faite, pour telle justice qui a été rendue, et puis n'oubliez pas que nous sommes tous les uns et les autres. Tant qu'on n'est pas poursuivi, on est quand même dans la possibilité de poursuivre et de voir un peu comment les choses. Moi, personnellement, j'ai une affaire qui traîne là depuis, 4 ans. Et on dit, voilà, l'audience est fixée à telle date et tout ça. Et puis, des voix commencent à s'élever, même dans ma propre famille, disant, c'est parce que ils ont reçu de l'argent. Donc, tant que ce genre de petits aspects-là ne sont pas touchés, tout le reste, ce sera à dire sans doute, mais l'efficacité sera nulle. Voilà. Constant Ibarra-Peya, en tout cas, la même question aussi pour vous. Est-ce un pas pour le nettoyage de cette justice infectée de plusieurs maux? Personnellement, non. Je vais vous surprendre, je dirais que non. Et lorsqu'on a suivi le discours du président de la République, d'ailleurs depuis 2018, on a suivi son discours de fin d'année. Et on nous produit les sanctions qu'on a vues, parce que les sanctions, ce sont des sanctions cosmétiques. Ce sont des sanctions fond de teint. C'est-à-dire, on a pris le fond de teint, on a appliqué sur un visage. Vous pensez que revoquer 9 magistrats, non, rien du tout. Ils ont révoqué, attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a envoyés à la retraite anticipée. Voilà ce que ça veut dire. Parce que si on utilise les expressions du droit, les gens ne vont pas comprendre. Ces gens-là, révoqués, ça veut dire, puis ils ont révoqué avec droit à la pension. C'est-à-dire, on les a envoyés à la retraite anticipée, en mot simple. Ils ont conservé leurs droits. Mais ils ont conservé leurs droits. En mot simple, c'est ça. Faut pas qu'on embrouille les gens avec le gros français. En français simple, ils ont été envoyés à la retraite anticipée. Point. Alors, nous avons une institution judiciaire, c'est pas moi qui le dis, qui dégage les odeurs nauséabondes. On a vu avec M. Lamine Nguele, lors des affaires concernant le CHU, l'affaire où il avait entendu un ministre de la République, et il a déposé ses rapports au niveau du parquet. Jusqu'ici, aucune poursuite n'a été engagée. Vous allez nous dire que le juge a l'opportunité de poursuite. Très bien, mais ne vous n'en plaignez pas. Quand j'ai suivi le discours du président, je sais que le président
sait tout ce qui se passe dans ce pays. Il connaît que le système est pourri. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter parce que à Pointe-Noire, on a eu à engager quelques-uns et ceux qui sont venus plus durs que ça? Non! Il n'y a que la sanction. Il y a de cela 4 ans, on avait tenu le même système et il y avait des magistrats qui ont été radiés. Je pense à Mathurin Bailly, je ne sais pas s'il vit, et ils étaient 2. Donc il fallait radier ces gens. Lorsque vous continuez à caresser dans le sens du poil, vous prenez des mesures cosmétiques. Vous dites, bon voilà, avec inscription au dossier, avec ceci, ça va changer quoi? Or, lorsqu'une personne perd ses droits, on vous sanctionne en profondeur, vous perdez le reste, les gens vont se mettre à la ligne. Mais tant qu'on fait comme nous faisons, le verre dans le fruit, quand le verre dans le fruit, on fait quoi? On extirpe. Il faut extirper. Et on les détruit. On détruit. Non, on peut pas. Mais regardez, deuxième aspect. De la réforme, peut-être. Deuxième aspect. J'y vais arriver. Deuxième aspect. En 2018, lorsqu'on a préparé le système de 2018, j'étais quand même proche du dossier à cette époque-là. Parce que je ferais mes services quelque part. Alors, il s'était convenu il devait se tenir chaque année. D'abord de la résolution du système. Vous pouvez regarder, c'était comme ça. Chaque année, il devait avoir le système. Deuxièmement, on devrait envoyer tous les magistrats retraités à la maison. Et à l'époque, on avait gardé l'actuel président de la Cour suprême, M. Bouka, parce qu'on avait estimé que on ne pouvait pas balayer tout le monde de la maison et que M. Bouka devrait garder la maison en attendant de former son successeur. Et le problème s'est posé à cette époque-là parce qu'il était à la fois à la CNI et juge le président de la Cour suprême, et on a retenu le fait que dans les 2 ans à venir, il n'y a pas d'élection, puisque nous sommes en 2018. Et il faut le laisser continuer. Mais je suis surpris de constater que, après le CCM, le monsieur qui est retraité depuis des années est toujours là. Et d'autres retraités sont là. Quelle est donc l'opportunité? Quel est le message qu'on envoie lorsqu'on agit comme ça? On envoie quel message? Moi, je suis parmi les Congolais qui ne croient plus à cette justice. Et je ne suis pas le seul. Donc, réformer la justice, oui. Lorsqu'il faut il faut prendre des décisions courageuses. Il faut frapper. Tant que vous ne frappez pas, c'est de l'amusement. C'est un groupe d'amis. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de l'État cartel, les gens m'ont qualifié d'opposant. Et cette expression m'a valu des mesures de rétorsion. Mais aujourd'hui, quand le président dit que le verre est dans le fruit, et c'est dans tous les secteurs, le président est devenu le chef de file de l'opposition? Merci beaucoup. Conseil Barapéa, Ernest Dimi, manquement grave au devoir de magistrat, notamment à la dignité et à la délicatesse. En clair, cela signifie quoi? Oui, en clair. On nous a parlé du groupe français ici. Ça, c'est l'intellectualisme. Le peuple congolais voudrait savoir qui a fait quoi, quand et comment pour mériter telle sanction par rapport à l'autre. On nous a donné ces éléments comme ça, bon, manquement grave, je sais pas, dignité, ceci, là. Non. Il nous aurait expliqué pourquoi il y a eu des révoqués avec droit à pension, 9. Pourquoi aux autres, on a retiré certaines fonctions. Pourquoi les autres ont été réprimandés simplement ou avec inscription au dossier. Rien n'est dit. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Je prends un cas. C'est que par exemple, le procureur général... Mais est-ce que pendant... vous retire pas la parole, je vous relance juste. Est-ce que pendant ce conseil supérieur de la magistrature, les mots qui minent aujourd'hui la justice, il y a plusieurs mots, il y a la corruption et tout cela, ont été indexés... Mais c'est sur la base de ces faits que les sanctions sont prises. Oui. Eux-mêmes, ils savent qui a fait quoi et comment. Mais ça ne sort pas. C'est qui se paraît comme un jeu aux yeux des Congolais. C'est effectivement le fait qu'on ne sait pas qui a fait quoi, quand et comment. On suppute. Moi, je me demande aujourd'hui, par exemple, celui que je retiens, c'est le premier nom, c'est Michel Onyangue. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ces sanctions? Le peuple ne sait pas la différence avec d'autres personnes. Prenez le temps de présenter les faits. Les Congolais ne croient plus en nombreuses situations dont les acteurs sont les gouvernants.
Et quand vous leur présentez cette situation, donnez les détails pour les convaincre. Les Congolais sont désemparés. Parce que la question que vous nous posez, c'est la question que les citoyens nous posent. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'un tel a fait pour qu'il soit à ce stade de sanction? Et l'autre, je ne sais pas. La raison, c'est seulement, ils ont appliqué la loi, ils ont le contenu des infractions, et nous, on n'a fait que recueillir les conclusions, puisque c'était à huis clos. Oui, ça, il faut le signifier. Oui. Voilà. Le problème, c'est ça. Et les Congolais ne s'attendaient pas seulement à ce nombre 24 ou 25 là. 25. Et pas aussi à ces sanctions. Aucune personne qui est pratiquement enlevée alors que les excès sont décriés par les citoyens. Non. Oui. On est parfois tenté de croire à un jeu. Parce qu'il faut convaincre les citoyens par rapport à ce qu'on fait. Les Congolais ont perdu patience. Les Congolais ont perdu confiance. À cause des problèmes impliquant des décideurs, même si la clameur publique n'est pas un élément qui permet de condamner quelqu'un. Mais il y a les mécanismes. Mais il faut que ces mécanismes soient transparents. Il faut que les citoyens comprennent. Et voilà. Albert Mianjikuta, c'est vrai que les faits, en tout cas, sont en bloc. Et c'est pas signifié ni détaillé de dire que tel magistrat a été sanctionné par ça. Et puis des mots que la rue connaît qui minent notre justice, ces mots n'ont pas été, en tout cas, cités. Prononcés. Donc, ça, c'est comme je dis, c'est entretenir le flou sur un ressenti qui déjà en lui-même est assez accablant pour la magistrature. Le nom du président de la République a été évoqué dans l'affaire, mais tous ceux qui sont impliqués sont des gens qui sont à connaissance des dossiers les plus lourds de ce pays. Et donc qu'on se soit arrêté à ces quelques sanctions et à ces quelques personnalités, moi je dis... C'est sans envergure. Sans envergure. Moi, je me dis, c'est comme si l'institution avait suscité en elle-même un mécanisme d'autoprotection. C'est-à-dire, bon, ben voilà, on envoie de la fumée, pendant un temps, l'opinion va se jeter sur l'os à ronger, et puis une semaine, 2 semaines, 1 mois après, l'affaire va retomber et nous passerons à d'autres choses. Donc, nous ne sommes pas encore dans les vraies décisions concernant la magistrature, décisions qui impliquent une réforme sérieuse. Une réforme. Voilà. Un État, en tout cas, repose sur une justice et surtout une justice indépendante. L'indépendance aussi de cette justice que les Congolais attendent aussi, Constant Barapéa. Bon. Il faut aller justement vers cette réforme dont parle Albert pour il faut atteindre. Il faut aller vers les réformes si nous voulons construire le pays. Parce que si vous avez une justice en état de décomposition très avancée, vous aurez même du mal à convaincre les investisseurs à venir dans votre pays. Parce que ça influe sur le climat des affaires. Donc, il faut faire des réformes profondes, mais j'en doute. Je ne suis pas certain qu'il y aura des réformes, des réformes. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, la première mission du cartel, c'est de neutraliser le droit. C'est de neutraliser la justice. Et on se trouve là dans ce que Mirdad appelle l'état mou. Parce que l'état mou, la première caractéristique, c'est de détruire la justice. Et la justice n'est pas rendue de manière sincère. Se trouvons dans ce mécanisme-là où vous voyez... Plusieurs fois, ces juges, ces magistrats ont été interpellés. Ils agissent les empêchent d'ouvrir les dossiers. Oui, mais avec quel... Non, mais bien sûr, c'est là où intervient le cartel. C'est là où intervient le cartel. Parce qu'on protège les amis. Lorsque vous avez vu la nature des sanctions, on ne dit d'abord pas on a sanctionné tel ou tel pourquoi. Et vous voyez les individus sanctionnés, on comprend tout. Alors que il y a la clameur publique, il y a des dossiers qui sont là, c'était la fête là. Donc, il faut arrêter de nous produire cette corne de fumée qui fait croire aux gens que bon voilà, on va nettoyer la justice. Non. Tel que c'est parti, tel que nous voyons des choses, tel qu'on observe, tel qu'on voit les décisions, après le système de décision qu'on prend. D'ailleurs, nous revenons en 2018. On a parlé des radiations en 2018. Mais il y a eu 2 personnalités, 2 magistrats, je crois 3, mais on sait ce qu'on reprochait à ce magistrat.
Voilà la problématique. Donc, les réformes sont très importantes, mais je ne vois pas dans l'architecture actuelle des choses ce qui se présente. Comment est-ce que on peut détruire ce cartel qui s'est constitué, d'ailleurs le président lui-même a dit, c'est dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et là, il faut donc que le président prenne son bâton de pèlerin. Il prend son bâton de pèlerin, il décide de sanctionner, on sait que vous avez fait ça, vous sanctionnez, et puis on essaie un peu de voir, les autres vont tirer les leçons. Mais si nous restons sur le discours, c'est depuis 2018 que le président parle de comment on appelle ça, de réforme au niveau de la magistrature. Il a même augmenté le salaire des magistrats. Pensez que pour leur donner plus d'indépendance, plus d'indépendance, plus d'aisance, et comme ça ils ne vont pas se lancer de la corruption. Or, c'était l'erreur. Parce que moi, je gagne 1 million ou 2 millions. Vous n'allez pas venir me corrompre avec 50 000. Vous venez me corrompre. Non, on a augmenté les chances de corruption. En augmentant les salaires. Et ce sont les effets pervers d'une telle décision. Malheureusement, je ne crois pas. Moi, je voudrais plutôt rebondir dans le même sens qu'il Constant en disant ceci. Vous savez, l'argent, c'est comme l'amour. Plus on a, plus on veut en avoir. Vous avez quelqu'un qui avait 150 000 francs par mois. On le bombarde, il a 700 000. Il ne rêve plus 700 000. Il ne rêve plus du Jakarta. Il ne rêve plus de la petite Toyota Corolla. Il rêve maintenant de la TXL. Donc, ce n'est plus les petits 50 000, comme dit Constant, qu'il va chercher à prendre. Mais nous savons aussi que le problème de la justice, c'est un problème qu'il faut voir depuis le sommet. Quels sont ces problèmes alors? Mais les problèmes qu'on dit c'est quoi? C'est la corruption des magistrats qui est connue de tout le monde. C'est les passe-droits. C'est une justice qui ne profite que à ceux qui ont une certaine notoriété, un certain pouvoir financier ou politique dans ce pays. C'est une justice qui donne l'impression que le faible aura toujours tort. Et là, l'État n'existe pas, l'État n'existe plus, la République n'a plus de support. Parce qu'une République est fondée sur la justice. Je vous prends un cas très simple. Pourquoi aujourd'hui, même les dirigeants eux-mêmes, avant de sortir, doivent voir, Brazanet a publié quoi? La matinale a fait quoi? Tout ça, c'est parce qu'ils savent que les vrais sentinelles, ce n'est plus ni la justice, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, ni les autres institutions qu'ils ont multipliées. C'est maintenant les influenceurs et les internautes et les citoyens lambda qui manipulent cet outil. Ils savent. Je vous prends un cas très simple. C'est vrai, hein, que l'Assemblée nationale, depuis le 7, se serait penchée sur le dossier qui défrait la chronique, et dans aucun média officiel, aucun média, s'il vous plaît, Sarah, les dossiers, c'est les dossiers FIGA. Pourquoi la justice et le parquet ne s'auto-saisit pas? Il y a quand même des documents graves, vrais ou faux, qui circulent. Pourquoi le parquet ne se saisit pas de ça? Vous croyez que les bébés noirs sont les seuls à détruire ce pays? On parle de 2 milliards partis en fumée. Le parquet ne se saisit pas, malgré les documents. Et vous voulez que les Congolais, non, s'il vous plaît, non, parce qu'on a révoqué avec droit à pension, vont croire que vraiment c'est régler le problème. Ils vont être sûrs que oui, on a encore une justice qui peut développer le pays, qui peut nous convaincre, quand dans des dossiers chauds comme ça, mettons en relief, il y a une ministre en relief, il y a un DG en relief, il y a un conseil d'administration formé par de grands cadres de ce pays en relief. Si ces gens-là sont appelés devant le juge, voilà, je crois que dans ces dossiers, si c'était les Nyama, les 10 000, les Zébarapé, les Mianjukuta là, on serait déjà pris. Comme un long de dire. Voilà. Donc c'est ça malheureusement la réalité. Et je crois qu'il faut que les hautes autorités, je parle ici du président de la République, qu'il essaie de faire de son mieux pour ne pas se laisser... Pour redorer le blason de la justice. Effectivement, pour ne pas écouter que ce que
disent les rapports qui sont faits dans le bureau. Quand on écoute les citoyens en bas, je crois qu'il se rendra service et il rendra service à sa propre compte personnelle, il rendra service à la République. Albert, il faut redonner, en tout cas, on comprend les émotions. Hein. Non, c'est pas les émotions. Les analyses sont certaines et basées sur les faits, madame. On comprend la tonalité d'Ernest Dimier, en tout cas. Alors, Albert Miandjikuta, redonner le blason de la justice, aussi rétablir cette relation de confiance, parce que lorsque un Congolais a un problème, du coup, il se dit que voilà, la justice ne fera rien pour moi parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, ou encore je n'ai pas telle position. Oui, il faut à tout le moins briser le cercle vicieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Congolais, le justiciable congolais, qui s'adresse à cette institution, va d'emblée en disant tout de suite, hein, ça ne se dit plus en secret, on dit bon voilà, on va passer quelques billets de banque à telle personnalité, tel rouage de la justice et nous aurons gain de cause. Ça c'est. Est-ce qu'en dehors de la corruption que vous évoquez sur ce plateau, la formation aussi pose problème de ces magistrats? Mais déjà la chose en soi est claire. Je veux dire, un magistrat qui se laisse corrompre, c'est un magistrat qui connaît pas son métier. Déjà, hein, a priori, on peut le dire. Même si la fin nous joue des tours, même si, bon, voilà, les nécessités de la vie font que même le plus grand expert se met à ramper pour quelques billets de banque, ça, c'est certain qu'il y a aussi une formation insuffisante pour nos magistrats. Est-ce que la formation pose problème, la formation? Oui, c'est un volet. Oui. C'est un volet, la formation, c'est un volet. Et il y a aussi d'abord l'éducation personnelle. Si on peut reprocher aux jeunes qu'on a recrutés courant de l'année 2010, parce que les mécanismes de recrutement ont posé problème. Au lieu de procéder au recrutement par voie de concours, on a vu comment les apparatchiks du système ont placé leurs enfants, leurs neveux, parce que ça se faisait sur la base de liste. Alors que, selon la loi, c'est d'abord par la voie de concours est d'abord prioritaire. La voie de recrutement par liste, c'est une exception. Mais nous avons vu les magistrats qu'on a envoyés au Bénin, qu'on a envoyés au Sénégal, qu'on a envoyés ceci. Ce sont les enfants d'eux, les neveux d'eux, qu'on a envoyés d'une manière, qu'on a recrutés de manière, ceux qui ont acheté à coups de millions. Et de manière subjective, quand on a eu envoyé. Et certains ont échoué brillamment dans des écoles, dans la fac et tout. Le casting de ces magistrats-là, ça pose problème. Oui, sur ce terrain-là. Mais les anciens n'ont pas de sang passé par là. Ceux qui brillent par une corruption endémique au niveau des doyens qui ne vont pas dans la retraite, qui ont fait de gros dossiers, c'est pas des jeunes qu'on vient de recruter. J'évoque la question des jeunes, c'est pour dire que on n'est pas sorti de l'auberge. Ça serait encore pire avec ces jeunes-là. Mais ceux qui ont détruit là, c'est les magistrats qui ont détruit le pays, c'est pas des jeunes qu'on a recrutés. C'est des vieux qui bien formés, ont bénéficié d'une éducation, qui ont étudié dans les grandes universités. Et c'est ça le problème de l'intellectuel au Congo. En réalité, c'est l'intellectuel qui détruit le pays, c'est pas les populations, non. Et lorsque vous n'avez plus l'éthique de votre métier, vous avez le goût du lucre, vous avez développé en vous le goût du lucre, vous voulez vivre au-delà de vos moyens, on se retrouve là. Mais ils sont quand même assez bien payés. Lorsque vous passez là, regarde, lorsque vous passez vers le parquet, vous voyez, il y a les ronds de racoleurs, ils viennent se mettre même depuis le CCF. Depuis le CCF, ils sont alignés là, vous passez, monsieur, vous allez au parquet, vous voulez le casier judiciaire, ça se fait au vu et au su de tout le monde. D'ailleurs, même là où vous partez aux grands endémies, là, on vous vend les certificats comme ça. Sans examen. Dans quel pays nous trouvons? Ce que nous demandons au président de la République, c'est de nous nettoyer le fruit. C'est de nous nettoyer le fruit, et puis il a reconnu que sont tous les secteurs. Qui laisse un peu de mettre la rue? Quel est le pays qui va nous laisser en héritage? C'est ça la question. Le cartel qui s'est construit, et qui s'est constitué autour de lui, qui a pris le pays en otage, qui a confisqué l'État. Dans tous les domaines. Vous avez un problème à la justice, les gens se protègent. Vous avez un problème à la justice, dès que vous donnez l'argent, ça passe. Et ça se fait au vu aussi de tout le monde. C'est une métaphore, mais qui décrit bien le mal profond. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, nous sommes dans un cartel. On a entendu, il y a eu un ministre dans ce pays qui a détourné l'argent. Le ministre a été abondamment cité par la commission de lutte contre la corruption avec monsieur Lamine Ngueli. Il a signé le procès verbal.
Mais en réaction de cela, moi j'étais à la conférence de presse de la majorité, on fait parcours. J'étais là aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? Il dit il ne faut pas saluer les cadres. Vous salissez les cadres. Parce qu'on a incriminé un ministre qui a reconnu les faits. Donc c'est un problème, le problème est profond. Mais il faut reconnaître. Et vous vous attendez donc à quoi avec une telle justice pourrie? C'est une partie de la justice, mais il y a des juges quand même qui sont restés justes. Oui, je n'ai pas dit. Ça, je n'ai pas dit. Mais ils occupent quelle position? Quelle position? On ne va pas dire ici que tous les magistrats sont pourris, non. Ou tous les journalistes. Ou tous les journalistes. Voilà. Et peut-être c'est pour l'argent. Voilà. Donc, on n'a pas dit que, on a dit, c'est vrai qu'il y a des vers dans tous les fruits, mais ces vers-là n'occupent pas toute la surface de tous les fruits. Donc, il y a des parties du fruit qui sont encore bons. Consommables. Consommables. Vous voyez, même quand il y a déjà les asticots, vous enlevez la partie qui a les asticots, vous mangez l'autre partie. On ne peut pas le faire parce que les microbes... Les microbes peuvent être neutralisés même avec l'eau quand vous avez lavé avant. Mais mais finalement, oui, allez-y. Non, le problème aujourd'hui, c'est qu'au-delà des décisions du Conseil supérieur de la magistrature, alors, il faut plutôt tout faire pour mettre les Congolais en confiance avec les Vous êtes là dans les pistes de solutions, c'est d'ailleurs la question que j'allais vous lancer. Oui. Alors, remettre la confiance. Vous savez, la confiance, c'est comme généralement, c'est comme la virginité. Quand vous l'avez perdue, ça peut être jusqu'à la fin de la vie, que vous n'allez pas la retrouver. C'est vrai le mal est déjà profond, mais tout n'est pas perdu. Alors. Il y a de l'espoir. Oui. L'espoir est permis, c'est parce que, si ceux qui sont restés, ceux qui ont suivi les autres. Est-ce que cette révocation, ces sanctions peuvent servir aussi de leçon à ceux qui... Bon, ça sert de leçon à ceux qui sont encore humains. Oui. Il y en a qui, devant l'argent, ont perdu le sens de l'humanité. Merci. Merci Ernest Dimi. Un dernier mot. Oui, non, il y a de l'espoir. On peut pas dire que nous sommes un pays absolument fichu. Il y a de l'espoir. Il y a cette jeunesse qui est formée. Ces sanctions peuvent servir de leçon aux autres qui sont encore peut-être dans ces genres de pratiques. Ça m'étonnerait parce que nous sommes ici en face d'une justice, de la justice, c'est-à-dire par comme définition, une structure qui jongle avec les lois, qui s'est passée à travers les mailles du filet. Merci beaucoup. Très rapidement, Conseil Barapia, parce qu'on est à la fin de l'émission, est-ce que ces sanctions peuvent servir de leçon aux autres magistrats, aux autres juges? Non, du tout. Et je reste très sceptique. Et ce qu'il faut dire, il faut que le président prenne des mesures. Si on commence à sanctionner réellement, c'est-à-dire, vous radiez son droit à la pension. Vous faites ça sur au moins 4 CCM, les gens seront droits. Parce qu'il n'y a que la justice qui élève une nation. Et c'est la sanction aussi. Merci oui, beaucoup. Et le CCM doit aussi tenir chaque année. Merci Ernest Dimi, journaliste politique, Conseil Barapia, politologue, et à vous, Albert Mandjoukuta, directeur de publication de la Semaine africaine. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. À vous aussi, merci à vous pour votre fidélité à ce programme. Restez avec nous, car l'information revient tout à l'heure sur Vox TV.